À toi de jouer, Hervé. Ah, c'est vraiment le cas de le dire. La passe est magnifique puisqu'on va parler du mercato du SEO. En fait, mon angle, c'est celui du recrutement. Et la question, c'est comment recruter les meilleurs et les garder. À savoir que pour de nombreux patrons de petites ou de moyennes entreprises ou agences, il y a une vraie problématique qui se pose à trouver des consultants SEO, des spécialistes SEO sous différents angles. On va voir les angles métiers tout à l'heure. Les trouver, les recruter et puis les conserver. Donc là, on parle de fidélisation. Pour rire, j'ai mis arrête de ramer pour embaucher des chèvres, mais ça ressemble parfois à ça. C'est-à-dire que faire rentrer quelqu'un dans l'équipe, le former, et puis une fois il est en jambes, il est athlétique, il s'en va. Et ça, c'est une histoire un peu moche, mais c'est une histoire qu'on voit assez fréquemment arriver. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Après cette petite intervention, on voit la petite équipe. Là c'est la team SEO. Alors, je prends personne pour des Playmobil et surtout pas pour des chèvres. Je me présente en deux mots, vous aurez mes coordonnées à la fin. Je m'appelle Hervé, je suis dans un réseau qui s'appelle Digirox. On est 11 recruteurs aujourd'hui et on recrute dans 50 métiers du digital. Donc, notre spécialité, c'est de recruter des professionnels, que ce soit pour gérer du SIA, du SEO, des directions marketing, e-commerce. Donc, cette problématique de consultant SEO, je la connais bien parce que je me suis aussi cassé les dents dessus plusieurs fois. Et c'est historiquement un sujet qui m'intéresse. Pour la petite histoire, j'ai monté quelques conférences comme Shake Your E-Commerce et je n'ai pas mis l'OM en avant. Hein. Vous êtes OK, les gars, que je ne mette pas l'OM en avant, euh, puisque je vous parle de Marseille. Voilà. Alors, on continue. Embaucher, fidéliser, c'est quoi? C'est une histoire d'amour. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, ça fait un an que je recrute, puis ça fait 20 ans que je recrute du monde. J'ai souvent été par moments ou convaincu que le recrutement, c'est une affaire rationnelle. Oui, c'est une affaire dans laquelle il y a du rationnel, mais c'est une affaire dans laquelle il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de questions humaines. Et ça, il ne faut jamais l'oublier parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour. Alors que ce soit en CDI ou en CDD, il s'agit de passer un bon moment ensemble ou un long moment ensemble. Mais c'est une histoire d'hommes et de femmes, hein, bien sûr. Alors, pour matérialiser ça, chez Digirox, il y a un terme qu'on adore, c'est le terme de trajectoire. Et c'est pour ça que j'ai choisi les footballeurs. Parce qu'en fait, quand on parle à un candidat et quand on parle à un chef d'entreprise, ce qui est très intéressant, c'est la notion de trajectoire. Euh, Vous êtes tous dans le domaine du référencement. Vous voyez les rankings monter et descendre. Vous êtes tous sur des modèles dynamiques et ça, c'est hyper important de considérer qu'il n'y a rien de statique. Quelqu'un qui est dans votre équipe, il est entré dans votre équipe. Il acquiert de la maturité dans votre équipe. Vous, en tant que patron, en tant que manager, c'est pareil. Vous avez une trajectoire. Vos compétences évoluent, votre mental évolue, votre état d'esprit évolue. Et c'est dynamique et si vous voulez réussir à fidéliser en fait votre équipe, il faut comprendre qu'il y a des moments où les trajectoires elles coïncident et puis des moments où les trajectoires coïncident moins. Et donc, il y a cette prise en compte des éléments de trajectoire pour réussir à avoir ce phasage et avoir cette, cette cohésion et ces objectifs communs. Alors, je dois vous dire quelque chose, c'est que les chèvres n'existent pas. Je veux vraiment vous le dire parce que parfois on me passe un coup de fil et puis on me dit Hervé, passe-moi des bons CV s'il te plaît. Mais ça n'existe pas. Effectivement, on a des gens qui ont des résultats. On a des gens qui jouent en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde. Je ne connais rien en foot, hein. Je suis une chèvre en foot. Euh, on a des gens qui ont des niveaux qui sont différents, ça c'est certain. Mais je pense, et même je suis convaincu, j'en suis sûr, que les chèvres n'existent pas dans le sens où ce qui va compter, c'est c'est le fit que vous allez pouvoir avoir et c'est le partage de ces objectifs en commun. C'est le partage aussi de compétences relationnelles qui sont différentes, parfois semblables et parfois opposées. Hein. Pensez à Laurel et Hardy, les tandems
se ressemblent pas toujours. Donc, en fait, c'est souvent, principalement, une envie de travailler à partager. À la limite, je connais des tandems de chefs d'entreprise qui sont tous les deux des chèvres, mais l'un plus l'autre, c'est juste magique. Donc, pensez bien ça, il y a pas de magie, il n'y a pas de profil magique, il n'y a pas de CV magique. Il y a de la cohésion dans les équipes et il y a de la cohésion dans votre recrutement. Parce qu'un job, ce n'est pas seulement un titre, un salaire, une mission. C'est cet engagement mutuel sur viens, on prend nos vélos et puis on va au bout du monde. Viens, on le fait, c'est un objectif, c'est un truc qu'on a envie de faire. Et ça dépend pas ça dépend pas en fait des qualités des gens, ça dépend surtout de leur désir. Je cite parfois en exemple ce fameux nageur, là, vous savez, le type qui a été électrocuté, qui est fabuleux, qui traverse la Manche à la nage, qui a nagé sur toutes les mers du globe. Franchement, ce n'est pas un champion de natation. Moi, c'est pareil, j'adore le vélo. J'ai eu un pépin de ski. Je suis une vraie burne en vélo. Par contre, c'est certain que si vous me mettez sur le vélo, je ne m'arrête pas. J'arrête pas. J'ai trop envie. C'est irrésistible. Donc, c'est ce type d'équipier que vous allez probablement chercher. C'est celui qui partage un désir. Alors après, ça s'exprime sous différentes formes. C'est ce que vous apportez. C'est le vélo. C'est les moyens que vous mettez en face. Et puis, ce sont aussi les résultats qui sont attendus. Alors, on parle d'une problématique qui est celle de recruter et de conserver dans votre équipe des gens que vous allez trouver bons ou rendre bons ou former. Je voudrais vous sensibiliser à cette question d'état d'esprit. Comment casser le cycle infernal? Si vous êtes dans un cycle infernal, c'est parce qu'il y a des points sur lesquels vous n'avez peut-être pas été sensibilisé. Il y a des points sur lesquels il faut que vous travailliez, que vous preniez conscience de ça. Alors, évidemment, si vous êtes un patron débutant, ou même si ça fait 15 ans que vous êtes boss d'une agence, si un problème se répète, le capitaine de l'équipe ou le capitaine du bateau, c'est vous. Donc, c'est à vous qu'il faut se poser la question. Les résultats sont produits souvent les effets sont produits souvent par les mêmes choses. Donc, il faut vous pencher sur la question. Mon constat, un constat qui est fait sur plusieurs agences quand même, sur plusieurs recrutements, sur lesquels il y a eu des échecs. Les points qui n'ont pas été suffisamment creusés ou même parfois qui sont inexistants, je peux aller droit au but. En général, c'est de savoir pendant combien de temps on va travailler ensemble, sur quels objectifs. C'est souvent très, très peu clair. Quels résultats on veut atteindre ensemble. Et ensuite, parfois, c'est le cocon. Ce n'est pas le cocon sémantique, si Laurent, tu nous écoutes. C'est le cocon qui est mis en place autour de votre équipier. C'est l'onboarding. Et l'onboarding, ça, c'est l'intégration qui est faite pour un équipier. Est révélée souvent par ce qu'on appelle l'image employeur, l'attractivité de l'employeur. Moi, j'ai 2 points clés lorsque je mène un entretien avec un recruteur. 2 points clés sur lesquels la réponse n'est pas toujours très nette et il faut qu'on transpire, il faut qu'on travaille ensemble. Quand une agence veut recruter quelqu'un, le premier point, c'est pourquoi travailler dans ton entreprise et avec toi. Pourquoi? Quand on pose la question, on dit donne-moi 3 clés, 3 raisons pour travailler avec toi. Donc parfois, c'est parce que je suis sympa ou parce que je suis un king dans mon domaine. OK, mais il va falloir aller un petit peu plus loin. Et le deuxième point, c'est quel résultat tu attends. Alors, quand on dit quel résultat tu attends, on dit avoir des bons dossiers pour mes clients et leur faire atteindre des perfs. Mais quand on dit des résultats, ça veut dire aussi quel résultat chiffré dans 1 mois, dans 3 mois, quand est-ce que, selon quel résultat tu considéreras que ton recrutement est réussi. Eh bien, vous voyez que ces 2 questions, pourquoi travailler avec moi et sur quelle base je dirais que le recrutement est réussi, sur ces 2 questions, souvent la réponse n'est pas nette. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se casse la tête à essayer d'apporter des réponses concrètes à ça. Et en fait, tout est là, c'est pourquoi travailler avec vous. Et je vais vous dire pour éviter quoi, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme en foot, hein, la lucarne, comment on ne se prend pas un pion? Eh ben, c'est d'éviter les mercenaires. Éviter les mercenaires. Dans le recrutement du SEO,
ce que je suis en train de décrire comme problème est lié à la totalité des SEO que vous allez pouvoir recruter, c'est comment les fidéliser, mais c'est surtout pour certains d'entre vous, et ce n'est pas un péché, hein, ce n'est pas sale, ça existe, c'est une mentalité de mercenaire, c'est-à-dire de courir le contrat et puis de prendre l'argent, de donner des résultats, de prendre l'argent et puis de s'en aller, et puis de passer au suivant. Et le mercenariat est très, très peu compatible avec devenir avec un bon employeur ou devenir un bon employé dans une équipe. Donc, pourquoi travailler avec moi et quels résultats? Alors, ça s'exprime sous forme de personnalité et c'est là qu'on parle de mariage, hein, c'est là qu'on parle d'histoire d'amour entre un recruteur et un candidat. C'est le style de management, c'est la visibilité. Moi, j'ai vu des SEO qui souffraient d'avoir de bons résultats et puis que ce soit quelqu'un d'autre dans l'équipe, le patron de l'agence ou un commercial qui aille faire le joli dans les conférences. Ça, c'est le truc très, très classique. C'est sur le plan de l'ego. C'est la cohésion de l'équipe aussi. Hein, c'est la planche qui est savonnée parfois par quelqu'un de l'équipe technique qui a envie de se mettre en avant. Ou l'inverse, hein, il n'y a pas de fatalité. C'est la capacité aussi à faire du reporting, à rentrer dans les chiffres. Donc, dans l'hypothèse d'un mariage et de personnalité à mettre en phase, il va falloir se pencher réellement sur cette question. Je ne vois pas la partie droite de mes slides. Ah oui, merci. Est-ce que j'aime pour le recruter, pour le candidat, est-ce que j'aime travailler en solo ou pas? Est-ce que je sais faire mes reporting? Est-ce que je suis plutôt technique, littéraire ou commercial? Voilà, c'est vraiment des questions de compétences et de personnalité. Alors, la transition, Jean-Paul, des actions, des résultats. Ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur les résultats attendus, c'est d'analyser chaque partie du jeu en SEO. Alors, vous compléterez peut-être, mais j'ai essayé de lister les différents points. D'abord sur la partie métier avec la veille, l'optimisation, la partie technique éventuelle. La partie management avec l'analyse, la prévision, l'optimisation et les budgets. Ensuite, la partie relationnelle avec le client, l'animation de l'équipe en direct, en manager ou en transversal, si c'est un groupe de projet. Et puis aussi la communication à l'extérieur. Ça peut être bloguer, écrire pour l'entreprise ou collaborer avec d'autres équipes internes ou externes à l'agence, que ce soit pour les campagnes en payant ou la communication. Ben, j'ai mis un clown en face, un musicien. Ça vous pose le truc quand même. Vous allez recruter qui là? Un tueur, un expert, un redresseur de tort, l'inspecteur Harry? Je ne sais pas moi. Et ça, c'est ce que j'essaye de savoir quand je suis sur un recrutement SEO. Et c'est parfois ce que le patron d'une agence ne sait pas. Il ne sait pas en fait. Lui, il voit les dossiers s'empiler, il voit les clients qui lui demandent des trucs, mais il ne se pose pas la question de savoir qui, avec un grand cul, qui va prendre le job. Donc, c'est une affaire de personnalité. Alors, vous allez me dire, c'est sympa, Hervé, elle est belle, ta poésie, mais comment on fait quoi? Comment on sort de cette question? Alors, on a deux angles que j'essaye de couvrir et puis que chez Digirox, on essaye de couvrir de manière assez complète et assez efficace. Hein. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est plus de 300 recrutements qu'on a fait dans le domaine. On a essayé de mettre en place une méthode qui soit efficace. C'est la méthode du pitch. Alors, vous pourrez prendre connaissance évidemment de cette présentation et rentrer dans les détails. Mickaël, je ne sais pas où j'en suis sur le timing. Eh bien, tu es à 17, midi 17, il te reste 13 minutes. Si tu peux tenir en 3 minutes et on fait des questions-réponses. Ah voilà, ok. Très bien. Alors, nous, ce qu'on aime, c'est la méthode du pitch. Alors, ça ne sert à rien de lire la diapo. La méthode du pitch pour le recruteur, c'est une méthode qui est une méthode de discussion qu'on a avec lui pour établir justement les bonnes pratiques et d'avoir les informations qui sont nécessaires pour bien recruter. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans nos annonces, on publie le niveau de salaire, ce qui est assez rare en fait hein, dans les annonces. Donc, on a de la pudeur de la part des recruteurs qui nous disent « Oui, mais ça dépend. »
Ah oui, mais on donne une fourchette et on explique le salaire. Le second point, c'est pourquoi travailler avec moi, pourquoi travailler avec l'agence, pourquoi nous rejoindre. Et puis le troisième sont les résultats. Les résultats, c'est à un mois, à 90 jours, quels vont être les points factuels qui vont permettre de dire si le recrutement est réussi. Alors, si vous voulez mieux connaître notre méthodologie, vous avez un lien sur la présentation qui sera partagé là pour le recruteur. Ensuite, pour le candidat, je vous ai mis aussi le lien vers la présentation. Pour le candidat, on s'appuie aussi sur la méthode du pitch. Le candidat, en plus de son CV, a un pitch. On travaille le pitch avec lui avant de le présenter à un recruteur. Et son CV vient derrière. Son pitch, c'est quoi? Le pitch, il tient en 3 points. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est faire le point sur l'objectif professionnel. Et ça révèle si mercenariat il y a ou pas. C'est ensuite 3 preuves de compétences, des résultats obtenus déjà. Et puis, les compétences. Ça forme le pitch. Ça permet à un recruteur de se faire une idée, de dire je rencontre en entretien ce candidat ou pas. Voilà, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que non, je ne suis pas un footballeur. C'est que je suis à votre disposition pour répondre aux questions, vous expliquer le pitch. Et puis, je pense qu'en fait, pour finir sur une note d'espoir, il n'y a aucune fatalité à cette incompréhension. Il faut faire le point, de savoir si on va travailler ensemble 6 mois, 2 ans ou 20 ans. Et comment on s'organise pour se marier, pour faire un long bout de chemin ensemble sur la base de nos soft skills et de nos compétences. Voilà, sur un objectif en commun. Je suis à votre écoute pour les questions. Eh ben, Ah merci oui, Hervé. merci. Donc oui, après, il y a pas mal il y a quelques questions. Il y a un chat, je peux voir le texte là. Il y a Ouais, mais on va tout te lire, Hervé. Mets-toi à Ah, l'aise, on te gère ça. Tu lui lis les formidable. questions, hein, Michael, ou je le fais comme tu veux? Allez, je prends le relais. Rick demande, est-ce qu'à un moment, l'entrepreneur a pris la tête dans les dossiers, il en perd de vue son idéologie, sa motivation première à entreprendre, et du coup n'arrive pas à transmettre son idéal à ses collaborateurs. Exact. C'est hyper important. Alors, le temps était limité, mais il y a un point clé dans cette histoire, c'est le middle management. Les valeurs de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise et de chacun, hein, comme les résultats, ça passe souvent par les managers intermédiaires. Donc, on voit des agences qui ont cru, qui ont grandi très, très vite. Et si le fondateur, l'entrepreneur, sait dégager aussi des résultats de la marge, hein, il a les moyens et il comprend le rôle du middle management pour sortir la tête des dossiers et conserver ce rôle de capitaine sur le pont du bateau. Donc, se sortir un peu de la manœuvre et laisser ses équipes travailler. Et ça c'est un point très important, mais il faut encore 20 minutes pour traiter ça. Mais c'est un point clé, oui, c'est très important. Entendu. Donc on viendra te voir en privé pour discuter de ça. Question de Herley également, euh, qui demande donc, est-ce que les recruteurs savent expérience en privilégiant les capacités et possibilités d'être un bon soldat / un bon potentiel. Et Harley, tu es là, tu peux me préciser là ce que tu veux dire, c'est quoi un bon soldat, un bon potentiel? Je ne suis pas autorisé à dire ça, mais j'entends le fait que pour toi, ce qui est important, c'est d'avoir une recrue qui colle avec l'esprit de l'entreprise. Je pense qu'une bonne recrue, c'est avant tout quelqu'un qui a un très fort potentiel, peu importe l'expérience qu'il a déjà eue. Et est-ce que vous êtes capable de comprendre et de voir et de détecter ces potentiels-là par des questions qui ne sont pas forcément techniques ou SEO, mais par un mindset, par une manière de réfléchir, par une manière de répondre, par une manière de s'exprimer qui pourrait être vertueuse versus ces années d'inexpérience possible. Je ne suis pas certain en fait que ce soit déjà le job du recruteur et qu'on puisse mettre des garanties sur ce terrain-là. C'est un peu Tinder cette affaire-là, tu vois. On provoque des rencontres,
Effectivement, il y a un côté expérience, mais le potentiel, il va être révélé par l'entrepreneur, par le chef d'entreprise. Et c'est un job à plein temps. Donc, je ne sais pas si si on sait réduire cet aspect d'expérience. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on parle de talent avec un grand T. Un talent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait restituer son expérience, même si elle est courte. Hein. Parfois, on a des étudiants qui ont fait 2 stages ou une alternance clé et ils savent parler des résultats, des objectifs avec le chef d'entreprise. Ils arrivent à se mettre en face très, très vite parce qu'ils savent parler chiffres. Tu vois, dire ouais, les dossiers sont bien passés, les clients ils sont contents, c'est pas ça. Le boss d'une agence, il a son compte d'exploitation, son compte de résultats équilibré. Je pense qu'une bonne recrue comprend sur une petite structure quels sont les objectifs de l'entreprise. Tu vois, à la manœuvre, ça va vite parce qu'on comprend comment il faut faire avancer le bateau. Et puis une jeune recrue aussi, elle sait du coup ce que c'est un score. Le reste, s'il y a du fit, c'est bien. Mais bon, nous, recruteurs, on intervient assez peu de temps. Hein. Ce qu'on aide, c'est à formuler des choses, c'est pas à les faire. On ne fait pas à la place du patron. Ok. La réponse te va? Je crois qu'on a un pouce, on a un pouce bleu. Un pouce bleu. C'est cool. Nicolas Dunia qui nous demande, observez-vous une tendance vers des jeunes profils qui peuvent facilement acquérir des compétences SEO très tôt? Ouais, c'est dingue. C'est affolant même. C'est affolant, c'est chaud pour les anciens. On a des gens qui ont moins de 25 ans qui sont nés avec des KPI dans la tête. C'est frappant. Il y en a qui font les clowns sur les réseaux sociaux, mais ils pensent au score. Si c'était des footballeurs, les mecs, ils pensent au score. Ils n'ont pas que le nombre de buts dans la tête. Ils connaissent leur fiabilité sur les passes. Ils travaillent les enchaînements. Ils suivent leur performance athlétique. Et ouais, ça, c'est une tendance. Ouais. C'est des gens qui savent travailler de manière autonome et avec des KPI dans la tête. Et ça c'est un vrai défi pour les gens qui vont les recruter. Parce que ça veut dire qu'un patron, s'il veut se tirer la bourre avec des jeunes comme ça, il doit avoir une attitude de manager et de chef d'entreprise et donner une vision à son entreprise et pas chercher à leur piquer le ballon. Il va falloir les laisser. Il va falloir les… Ok. Et est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire pour les postes que tu proposes chez Digirox? Alors, ce n'est pas moi qui propose des postes. Les salaires, nous, on démarre à 36 et en général, ça correspond à des gens qui ont déjà une première expérience de 3 ans à peu près. Il y a des rémunérations qui sont parfois inférieures. Mais je dirais que pour des gens qui ont 3 à 5 ans d'expérience, qui ont des premiers scores à présenter, etc., on démarre parfois à 36, où c'est le ticket d'entrée souvent. Avec des exceptions, Excuse-moi Hervé, tu parles en termes national, enfin après même si maintenant le télétravail se démocratise, mais est-ce que tu parles en salaire peut-être? Je sais qu'il y a souvent des écarts entre des salaires parisiens et salaires plutôt en province. Est-ce que tu fais une nuance là-dessus? Ouais, je fais une nuance. Si c'est du Marseille, Montpellier, Bordeaux, on va être un 5 à 10% en dessous parfois. Si c'est Paris, il va falloir être un petit peu au-dessus pour offrir une rémunération sérieuse à quelqu'un qui a de la valeur, à quelqu'un qu'on a vraiment envie de recruter. Mais voilà, ça va être 40 à Paris peut-être. Mais on est on est dans cette fourchette en gros. D'accord. Il y a une question de Rick qui dit: est-ce que ces profils ont un intérêt à vouloir être recrutés au lieu d'être indépendants quand on sait obtenir du résultat? Pourquoi être salarié? Voilà. Je pense qu'il y a un énorme malentendu. Je sais pas parce que je vous ai pas sondé, vous, les patrons du SEO. Je pense qu'il y a un énorme malentendu à croire que tout le monde peut être entrepreneur et que la vie d'entrepreneur, elle consiste à exercer son métier. C'est un métier de diriger une entreprise. Alors évidemment, on peut être freelancer, on peut être indépendant en tant que SEO,
mais ça veut dire aussi une prise de risque. Il va falloir prospecter, il va falloir piloter des clients. Tout le monde ne sait pas le faire. Je vous ai mis la petite diapo avec Rémi Brica, là, l'homme orchestre. Tout le monde ne sait pas faire ça. Moi, je connais des gens qui savent très très bien écrire, faire du cocon, voilà, travailler sur les contenus ou très tech, mais est-ce que ça en fait des chefs d'entreprise? Je ne pense pas du tout. La sécurité apportée par un poste d'employé, ça peut être sympa. Quand on a une famille, des petits-enfants, pouvoir avoir des prêts bancaires parce qu'on a un bon contrat de travail, ça peut être aussi intéressant. Je ne mets pas l'un sur le même plan que l'autre. Et puis, je connais un paquet de SEO indépendants aussi qui recherchent un job plus tard. Donc, ça, c'est le mercato, hein, ça rentre, ça sort. Il n'y a pas de fatalité. Okay. Et dans les questions, il y a aussi, alors désolé, c'est pas celle du chat, il y a que recherches-tu comme profil en particulier actuellement? Alors, pardon. Que recherches-tu comme profil en particulier actuellement sur Paris et en province? Ok. Alors, ce que je vais dire n'a aucune, c'est pas une vérité, c'est pas une tendance marché, etc. C'est un ensemble de détails que je constate. Déjà, on sort d'un gros trou noir. Il y a un mois, ça s'est à peu près réveillé sur les recrutements suite post-Covid. Ensuite, je dirais il y a deux types de jobs. On a des jobs chez des indépendants ou des TPE ou des gens qui ont besoin un peu d'homme orchestre, qui connaissent la technique et qui comprennent le contenu sur des petites agences, souvent plutôt en province, à Paris et en province, mais souvent en province. C'est des jobs qui ne vont pas être mieux rémunérés que les autres, mais qui offrent de la polyvalence, de l'expérience, et ça fait l'intérêt pour le job. Ensuite, un peu plus fréquemment sur Paris, ce sont des jobs sur des agences un peu plus grosses. Avec un très bon pédigré, on arrive à avoir des salaires plus importants. Ce sont des jobs qui ne sont pas forcément plus intéressants parce qu'ils sont moins variés du point de vue des dossiers. Mais je considère parfois ces jobs pour des jeunes diplômés ou pour des jeunes professionnels comme des écoles, pas forcément bien rémunérées, pas forcément excitants sur les dossiers, mais par contre, passer 2 ans dans une agence comme ça, c'est formateur. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est à peu près ce que je vois. Ok. Est-ce que tu recrutes des postes à la fin de l'été, hein, d'ailleurs. Oui. J'en profite. Pardon ? Alors, j'ai dit, nous, on va recruter à la fin de l'été. Donc, si jamais vous voulez envoyer des CV, allez-y, quoi. Alors, juste un mot là-dessus. Il y a deux enfin, on peut voir les choses de manière binaire, mais il y a des agences ou des équipes qui ont une image employeur et puis il y a celles qui n'en ont pas. La e-réputation, la réputation d'une agence, c'est un énorme bonus. Ouais, couper le micro. L'image employeur, la réputation de l'agence, c'est un truc qui est énorme pour aider à recruter, pour aller vite, pour signer les meilleurs, pour bien négocier les salaires aussi. Okay. Est-ce que tu recrutes des gens en freelance? Non, je ne fais pas ça. Non, okay. Ce n'est pas dans notre modèle économique, on va dire. Est-ce que généralement les recrutements se calment en été? Pardon? Est-ce que généralement les recrutements se calment en été? Pas du tout. Pas du tout. Les agences qui ont fait une bonne année sur l'année scolaire profitent parfois de l'été pour recruter. C'est une très bonne période pour recruter l'été. C'est une époque de mobilité géographique. C'est une époque aussi où on a le temps de faire des rendez-vous, de structurer des choses. Et donc, l'été est propice au recrutement. Et ça fait deuxième question sur le télétravail. Est-ce que tu as des annonces en télétravail actuellement? Alors oui, on est passé de, allez, on va dire 15 à 20% des jobs en remote, comme on dit, en télétravail, à
plus de 40% aujourd'hui dans les jobs qu'on a rentrés depuis un mois. C'est une très, très forte tendance. Et là, je le dis aux recruteurs, aux employeurs, c'est une problématique à part entière. Mettre un peu de télétravail dans un job traditionnel, c'est quelque chose, mais organiser le job de quelqu'un qui ne va quasiment jamais être au bureau, c'est une organisation complète à envisager, tant du point de vue de la gestion de la vie quotidienne, les côtés sympathiques, relationnels, que de l'organisation du travail, du temps. Il faut vraiment creuser. La question, les salaires en remote sont-ils moins élevés? Alors, non, je ne pense pas. Ils ne sont pas moins élevés. Même si j'ai dans l'idée qu'on va avoir des salaires qui seront plus élevés en remote, avec des gens à qui on dit organise-toi pour avoir un bureau chez toi ou à côté. Tu perds moins de temps dans les transports, donc je peux te payer un peu plus et tu es disponible aussi à des horaires décalés. Donc, ça ne me paraît pas du tout la tendance en fait. Est-ce que tu as des clusters SEO, demande-t-on? Peut-on identifier des zones géographiques ou des régions dynamiques sur le plan du recrutement? Excellent. Je n'en connais pas. Il y a des clusters régionaux. Il y a des clusters régionaux. Vous savez, dans chaque région, il y a des champions. Il y a, je sais pas, il y a à Bordeaux, à Lille, voilà. Dans chaque pays, j'allais dire, dans chaque région, il y a des pôles. Voilà, mais je connais pas de clusters nationaux. Ouais, c'est ça, c'est Discount ou voilà, à Bordeaux. Je sais pas, à Aix-en-Provence, on a Aiko et Voyage Privé. Enfin voilà, on a les champions locaux, quoi. Et puis leur prestat parfois à côté. Mais non, je connais pas de cluster, pas de vrai. Tu vois, les SEO Camp, il y en a aujourd'hui un peu de partout, tu vois, en France. Des SEO campus locaux, c'est bien qu'il y a aussi de l'activité sur ce métier un peu de partout, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Puis moi, je prédis des pôles dans le Cantal ou des coins où le remote est top cool parce que il y a pas de raison de se casser les pieds dans des conditions de vie un peu pénibles. Le remote généralisé, je pense, il va en ressortir des choses qu'on ne prévoit pas.